J'y suis arrivé pour deux raisons essentiellement. Et je n'arrive pas à les hiérarchiser l'une par rapport à l'autre. L'une parce que ma famille devenait nombreuse, trois enfants, donc il fallait un appartement un peu plus grand que ce que nous avions jusque-là. Et il se trouve que les appartements qui étaient vendus ici en accession à la propriété étaient à des prix qui étaient tout à fait intéressants à l'époque et dans nos possibilités. Donc voilà, c'est la première raison. La deuxième raison, elle est de nature, je dirais presque politique et idéologique. J'étais élu municipal à l'époque, c'est la deuxième municipalité du Bédou, celle qui va de 1971 à 1977. Et donc j'ai été partie prenante de la mise en place, pas de la genèse de la Villeneuve, qui est légèrement antérieure, mais en tout cas de la mise en place de la Villeneuve. Et donc, comme plusieurs de mes jeunes collègues, car nous étions tout un groupe de trentenaires, d'élus assez jeunes, on a choisi de venir ici, au cœur de l'expérience urbaine dont nous étions en partie, en grande partie, les acteurs. Alors, je commence par la fin de votre question. C'est très simple. J'étais militant du PSU, le Parti socialiste unifié, qui était une des trois composantes de la municipalité, qui était composée à l'époque d'éléments de la gauche qu'on pouvait dire non communistes, hein, le Parti socialiste SFIO, à nos yeux, vieille gauche, le GAM, groupe d'action municipale, qu'avait créé Dubedou, et qui était difficile à classer politiquement, mais enfin qui, en tout cas, a travaillé avec des militants de gauche. Et puis le Parti socialiste unifié, qui lui-même est issu d'une longue genèse de militants qui progressivement se sont retrouvés dans cette gauche alternative, dite parfois nouvelle gauche ou deuxième gauche. Et donc j'en étais. Et en 1971, le dirigeant politique du PSU dans la région, Georges Boulou, m'a sollicité pour faire partie de cette équipe municipale. Alors, mon intérêt pour l'information, et à l'époque, on utilisait peu le mot communication, on parlait d'information. Peut-être que dans le cours de notre entretien, je reviendrai là-dessus, puisque petit à petit, je me suis détaché de cette information municipale et politique. Donc cet intérêt pour l'information, c'est lié à une histoire personnelle, mon milieu familial. On était plusieurs dans ma famille, de mon père à certains de mes frères, à faire des journaux à la maison. Quand j'étais étudiant, militant UNEF, responsable des étudiants en lettres sur Grenoble, j'ai créé un journal qui s'appelait Grenoble Lettres. Un de mes petits frères a créé un journal sur le lycée Champollion. Un frère aîné était responsable de l'Association générale des étudiants de Grenoble et il faisait le journal sur la table de la salle à manger à la maison. Mon père en faisait autant avec le journal de la mutualité de l'Isère. Donc la presse était sur la table de la salle à manger et j'ai baigné dans ce bain-là. De façon explicite, elle était très limitée. On avait une réflexion qui n'allait pas très très loin dans ce domaine. Je dirais, pour aller à l'essentiel et au plus simple, notre idée était que l'information, outre le fait de faire savoir ce qui fondait nos actions dans la ville, c'était de donner des éléments à la population pour être partie prenante du débat public. Alors c'est une idée simple qui aujourd'hui peut paraître relativement
partagée, mais qui à l'époque était quand même assez novatrice et qui est à l'origine de plusieurs initiatives. Par exemple, on a décidé de diffuser ce que l'on a appelé la note aux 3000, c'est-à-dire qu'on avait repéré 3000 relais d'opinion dans la ville à qui on adressait, sans périodicité précise, des notes d'information très substantielles sur un thème particulier. Et on attendait de là la possibilité pour nos interlocuteurs dans le débat public de fonder leur propre position et intervention sur des éléments qu'on avait pu leur fournir, que nous, on détenait en tant qu'élus, mais qui n'étaient pas forcément très partagés dans la population. Et puis, évidemment, on va en parler, on a reçu très favorablement l'idée de créer sur le nouveau quartier de la Villeneuve une initiative de télédistribution. Oui, alors là, je vais vous décevoir, hein. Je ne suis pas forcément le bon interlocuteur, aussi bizarre que ça puisse paraître à première vue, bien que, ayant la délégation de l'information, je n'ai pas été au cœur de l'initiative de Vidéogazette. C'est vraiment partie de ceux qui, eux, étaient au cœur de l'expérience même de la Villeneuve, c'est-à-dire essentiellement Bernard Gillement, hein, en tant qu'adjoint à la culture. Pour Bernard Gillement, c'était, je dirais, une initiative culturelle parmi d'autres. Et sans aller jusqu'à dire qu'il y avait un domaine réservé de la Villeneuve, de fait, c'est un tout petit nombre d'élus qui a porté les différentes expériences qui se sont mises en place ici. Évidemment que tout le conseil municipal en était saisi, on en discutait, on avalisait ou non certaines initiatives, mais les initiatives ne venaient pas de nous. Les initiatives, on les étudiait, on les examinait, elles étaient portées par un petit nombre d'élus, essentiellement Bernard Gillement, comme je viens de le dire, également Jean Verlac, dans une moindre mesure, sauf sur les aspects strictement urbanistiques dont il avait la responsabilité. De même que Denise Belot, qui était responsable, elle, qui était adjointe aux affaires sociales et qui portait d'autres initiatives. Mais l'acteur principal, politiquement, ce fut Bernard Gillement. Non, non, non. Bon, il se trouve que pour des raisons personnelles, j'ai quitté la municipalité en 1976, donc peu de temps avant l'arrêt de l'expérience Vidéogazette, hein, qui date également de 1976, mais qui est postérieure à mon départ de l'équipe municipale. Donc je n'ai pas été partie prenante, hein, de cet épilogue de l'expérience. Simplement, nous, ce dont on avait connaissance, c'est, je dirais, de l'intérêt de ce qui s'y faisait, mais en même temps de ses limites. Notamment par le fait que on avait une impossibilité technique de l'étendre, le fait même qu'on n'ait pas pu l'étendre à la commune voisine des Chirolles pour des raisons qui étaient vraiment strictement politiques. Hein. La municipalité communiste des Chirolles, conduite par Kioulou, se refusait à l'extension de l'expérience de Vidéogazette, alors que techniquement le quartier était câblé, sauf erreur de ma part.
Donc là, déjà, il y avait un barrage. Et nous, à l'époque, on n'était pas du tout en mesure d'envisager une extension du câble dans les autres quartiers de Grenoble. Donc il y avait cette limite physique. Il y avait un autre obstacle ou une autre limite, c'est quand même la relativement faible audience de vidéogazettes. Ça, on le percevait, on le savait, et à nos yeux, Vidéogazette semblait être le fait d'une petite équipe de militants passionnés, mais qui mordait peu sur la population du quartier, sauf exception. Hein. Bon, je disais volontiers que, pour l'avoir vécu en tant que parent d'enfants scolarisés ici, que quand nos enfants partaient en classe de montagne ou en classe de mer, une équipe de Vidéogazette faisait un reportage, évidemment qu'on le regardait. Mais il n'y a que nous qui le regardions. Donc là, il y avait quand même un problème qui, en tant que responsable politique, nous interpellait. Parce que, il ne faut pas le cacher, c'est quelque chose qui coûtait très cher pour un, entre guillemets, rendement qui nous paraissait quand même faible. Non, non, je dois dire que, enfin, en tout cas pas à mon niveau, bien que j'étais responsable de l'information dans l'équipe municipale, c'est une initiative qu'on a laissée complètement autonome. Hein. Il n'y a à aucun moment, enfin, sauf si ma mémoire a des lacunes à ce sujet, j'ai absolument pas le souvenir d'intervention quelle qu'elle soit. Bon, c'était assez dans l'esprit de l'époque et dans notre état d'esprit aussi, où on déléguait très volontiers auprès de gens dont on se sentait quand même assez proche et qui étaient proches de nous pour beaucoup. Très franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. Sauf que, bon, il lui venait forcément à l'oreille et à la connaissance que l'expérience, comme je le disais tout à l'heure, était à la fois intéressante et limitée. Oh ben, non, je n'ai pas les compétences pour philosopher sur cette distinction, mais à l'évidence, Vidéogazette visait à l'expression plus qu'à l'information, hein, et, et à plus forte raison la communication. Moi, par contre, dans mon expérience politique particulière au sein de la municipalité, j'ai progressivement compris, je dirais, la distinction pardon, qu'il y avait entre information et communication. Et personnellement, mais on sort peut-être de notre sujet, je l'ai de plus en plus mal vécu. Et je me sentais du côté de l'information et pas du côté de la communication. Euh, bon, communication, je sais que c'est nécessaire, mais manié par un pouvoir politique quel qu'il soit, il est difficile de le distinguer de la propagande. Et moi, ça ne m'intéressait pas du tout, cet aspect-là. Hein. Je comprends tout à fait et je trouve tout à fait normal qu'une institution, quelle qu'elle soit, y compris bien sûr une institution politique, communique sur son action. Mais je suis devenu de plus en plus persuadé que l'information doit être séparée de la communication. Et comme c'est l'information qui m'intéressait de plus en plus, c'est ce qui m'a amené à quitter l'équipe municipale sans le moindre désaccord politique, mais pour mener
autre chose, m'embarquer sur un tout autre projet personnel d'information. Et pour moi, Vidéogazette, je dirais, vous l'avez dit justement, ce n'était ni de l'information ni de la communication, c'était un moyen en tout cas pour l'équipe militante qui a porté ce projet, pour permettre aux habitants de s'exprimer. Mais toutes sortes de raisons font que ceux qui s'expriment ne sont pas forcément à l'image de la population dans sa diversité et dans ses profondeurs. La parole, on le sait bien, on le sait tous, elle est vite captée. Et je pense qu'elle l'a été en partie au sein de Vidéogazette, comme elle l'est dans beaucoup d'autres initiatives qui visent à l'expression. C'est évident, c'est évident. Malgré les efforts qui étaient faits par les gens de l'équipe. Bah, il s'est passé, je pense, dans l'équipe de Vidéogazette, ce qui s'est passé dans d'autres instances de la Villeneuve et à l'extérieur de la Villeneuve, c'est-à-dire une certaine professionnalisation, une certaine captation des compétences techniques par les professionnels. Et c'est quelque chose que l'on a ressenti dans beaucoup d'aspects de la vie publique sur Grenoble, où par ailleurs l'augmentation numérique très forte du nombre d'intervenants professionnels a inévitablement un peu marginalisé tous, je dirais, les militants ou les bénévoles de toutes sortes, ou à plus forte raison l'habitant, quoi, hein, sans le qualifier d'habitant lambda, mais l'habitant tout court. Et ça, c'est un phénomène que nous, en tant qu'élus, on a ressenti, où on se rendait compte que, pour mettre une étiquette générique de technicien, établissait une sorte d'écran entre nous, élus, et la population dans son ensemble. Et ça, bon, on pourrait pousser l'analyse plus loin. À mes yeux, c'est une des raisons, d'ailleurs, de l'échec de Dubedou en 1983. Il y a une certaine distance qui s'est prise entre les élus et la population du fait de l'interférence d'une sorte d'écran constitué par les techniciens de toutes sortes. Et comment, mais ceci dit, il ne faut pas tout lui mettre sur le dos. La montée de la communication dans la sphère publique est quand même antérieure, hein. Mais c'est vrai qu'elle s'est épanouie. On peut le mesurer avec l'augmentation des effectifs dans le service communication de la ville, hein. Moi, je rappelle que moi, quand je suis arrivé à la mairie en 1971, deuxième équipe du Bedou, il y avait en tout et pour tout un salarié au service communication, hein. J'ai participé au recrutement de 2 salariés, donc le service de communication est passé à 3. Et ensuite, bon, l'expansion a été celle qu'on sait. Et je crois que cette expansion s'est guère atténuée dans les décennies suivantes.
Alors, le paysage médiatique de la fin des années 60 et début des années 70 à Grenoble était marqué par un monopole quasi absolu dans le domaine de l'information du Dauphiné libéré. C'est une donne qui a radicalement changé depuis. On a du mal aujourd'hui à imaginer ce qu'était le paysage médiatique de l'époque. Il y avait donc les médias nationaux dans le cadre du monopole de l'ORTF, hein, et localement le monopole du Dauphiné libéré. Donc toute tentative qui visait à diffuser de l'information hors de ce double monopole se heurtait vite à un certain nombre de réticences ou d'hostilités. Le Dauphiné libéré avait un œil sur ce qui se faisait et imaginant et envisageant des possibilités de développement de télévision locale à long terme, le Dauphiné libéré avait créé, je ne me souviens plus si c'était une filiale qui s'appelait CETIC, je crois, non, quelque chose comme ça, je ne suis pas sûr du nom, qui était en attente de développement à venir. Donc le Dauphiné libéré était intéressé pour observer. Hein. Mais en même temps, il se trouve qu'à Grenoble, les relations entre la municipalité du Bedout et le Dauphiné libéré étaient très complexes, en partie conflictuelles, pour des raisons difficiles à démêler. Certaines politiques, d'autres, à mes yeux peut-être, principalement liées à des histoires personnelles des acteurs réciproques très, très différentes, des idéologies très, très différentes. Et le Dauphiné libéré était persuadé d'être à l'époque le reflet de la population grenobloise et il ne réalisait pas suffisamment à l'époque, cette conscience est venue plus tard, qu'il reflétait certaines couches particulières de la population, en forçant un peu le trait, on pourrait dire, des vieux grenoblois, pas au sens de gens âgés, mais au sens de gens bien implantés depuis longtemps à Grenoble, et ne réalisant pas le renouvellement, le turnover de cette population grenobloise, qui était déjà très important dans les années 50-60, hein, et qui s'est prolongé par la suite, et qui a amené le Dauphiné libéré petit à petit à perdre à moins coller à la population grenobloise et à voir son lectorat fondre petit à petit au gré des années. Donc un monopole très fort, un monopole pesant, et bon, il y a des illustrations anecdotiques, il y en a une que je raconte volontiers. Jean Verlac, principal adjoint de du Bedout, avec la responsabilité de l'urbanisme et donc de la Villeneuve, ne devait pas apparaître sur les photos du journal, du Dauphiné libéré. Et donc j'assistais, très amusé, aux contorsions des photographes qui prenaient leur angle de façon à ce que sur les photos d'une visite de quartier, d'une réception à la mairie, Jean Verlac n'apparaisse pas. Hein, il ne fallait pas que Jean Verlac apparaisse. Donc, même chose pour Bernard Gillement. Bernard Gillement était persona non grata au Dauphiné libéré. C'est lui que le journaliste vedette du Dauphiné libéré de l'époque, Roger-Louis Lachat, avait parlé des Gilmaneries pour évoquer toutes les initiatives dans le domaine culturel prises par Bernard Gillement. Donc, il y avait une sourde hostilité
Et cela a amené, avec un certain nombre d'épisodes concernant plus particulièrement des universitaires ou des étudiants au début des années 70, cela a amené la constitution d'une association qui s'est appelée Interpeller la presse, qui s'est créée en 1972 et qui, à l'origine, était, on peut le dire, clairement anti-Dauphiné libéré. Or, il se trouve que dans cette association, parmi les deux fondateurs, il y avait Bernard Gilman et moi-même. Ce qui valut à Hubert Dumedou de recevoir le rédacteur en chef local du Dauphiné libéré, qui est venu lui demander des comptes sur la présence de deux de ses élus dans cette association. Et pour aller jusqu'au bout de cet épisode un peu particulier, Dumedou nous a convoqués, Bernard Gilman et moi, nous a dit la démarche dont il avait été l'objet, et il nous a simplement fait une recommandation, c'est dans nos militances dans cette association, ne jamais nous recommander notre qualité d'élu, mais d'y être à titre privé, personnel, moyennant quoi il nous a assuré du fait qu'on était d'une totale liberté pour nous engager là où on pensait devoir le faire. Voilà. Mais c'est pour dire quand même que le fait que l'élu ayant en charge l'information soit parmi les fondateurs d'une association qui était clairement hostile au Dauphiné libéré à l'époque, les choses ont beaucoup évolué par la suite, montre le caractère très conflictuel qu'il y avait entre le Dauphiné libéré et l'équipe municipale. Oui, mais tout à l'heure j'évoquais je dirais des histoires personnelles, un enracinement différent d'un point de vue idéologique, mais dans la relation même avec la ville entre l'équipe municipale et la majeure partie des journalistes du Dauphiné libéré de l'époque. Hein. Je suis frappé de voir la différence avec la situation actuelle, qui est vraiment tout autre, me semble-t-il. Les élus dans la première équipe, 1965-1971, mais les choses se sont prolongées encore dans l'équipe à laquelle j'ai participé, se souciaient fort peu de mettre le Dauphiné libéré dans leurs manches. On avait des projets, on les conduisait en relation avec les gens à qui ces projets s'adressaient, que ce soit la constitution d'un centre social sur le quartier Choria-Beria-Saint-Bruno, c'est avec les gens du quartier qu'on dialoguait. Il ne nous venait pas à l'esprit d'aller vendre cette affaire au Dauphiné libéré. Erreur probablement dans le marketing politique, mais ce n'était pas notre état d'esprit. Et ça, le Dauphiné libéré, d'une certaine façon, je le comprends, le ressentait très mal. Et du coup, avait un a priori défavorable à l'égard de la plupart des initiatives. Alors là, nous, de notre côté, on a un peu corrigé le tir. J'ai d'ailleurs participé à ça de très près, puisque quand la caserne des chasseurs alpins sur ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier Hoche a disparu et que la ville a récupéré cet espace de 8 hectares à la lisière de l'hypercentre, et que la question se posait de qu'est-ce qu'on allait faire là-dessus. L'idée nous est venue, et si on lançait un débat public en demandant au Dauphiné libéré de le prendre en charge?
Donc, de notre côté, je dirais, on a évolué, hein, et le Dauphiné libéré a plutôt bien reçu cette démarche et a donc sur plusieurs mois suivi cette initiative de débat public qui a été en partie portée par le Dauphiné libéré. Donc on voit bien qu'il y a eu chez les élus une évolution, une autre prise en compte du Dauphiné libéré, et que dans le journal local, il y a eu aussi une autre perception. Il faut dire que dans le même temps, le monopole commençait à être ébranlé et que des brèches s'ouvraient et qu'on a exploité ces brèches. Ben, ces brèches, bon, je dirais très modestement Vidéogazette, hein, mais de façon plus forte, c'est l'apparition des journaux gratuits, hein, en particulier le 38, avec des éléments rédactionnels. Le 38 qui plus tard sera absorbé par le Dauphiné libéré quand le 38 se transforma en un groupe gratuit qui s'appelait la Comareg. Mais à l'époque, c'était complètement distinct du Dauphiné libéré. Et c'était une concurrence très forte pour le Dauphiné libéré, puisque le 38 a capté beaucoup de publicité, de petites annonces. Donc pour le Dauphiné libéré, c'était redoutable. C'était une de ces sources de financement qui était touchée, hein. Euh, C'était aussi le développement. Hubert Dubedou a eu un rôle personnel important dans le renforcement de France 3 Alpes, hein, donc l'enracinement d'une édition régionale de France 3. Là aussi, il y avait une forme de concurrence pour le Dauphiné libéré. Et les choses se sont développées par la suite, hein. Dans le même temps, le Progrès envisageait une édition grenobloise, hein. Il y a eu d'ailleurs 2 tentatives d'édition grenobloise du Dauphiné, du Progrès de Lyon, s'exportant à Grenoble avec des pages locales. Bon, plus tard, quelques années plus tard, la presse nationale développera aussi des éditions régionales. Donc on voit progressivement le paysage médiatique se modifier. Et le Dauphiné libéré en a tenu compte, le pouvoir municipal en a tenu compte également. Alors là, moi, j'en dirai pas beaucoup parce que j'en sais peu, hein. Simplement, ce que je sais, c'est que la Villeneuve était évidemment à cheval sur les communes de Grenoble et d'Échirolles, hein, dans le cadre de la zone urbanisée en priorité, la fameuse ZUP constituée au tout début des années 60, et que donc il y a des quartiers Villeneuve-Échirolles, des quartiers Villeneuve-Grenoble, et les 2 municipalités tenaient à avoir le contrôle euh, très étroit sur les orientations dans les 2 parties de la Villeneuve, et globalement, bon, peut-être que je force le trait, mais la municipalité communiste d'Échirolles ne s'est pas engagée dans un chemin d'innovation sociale, politique, culturelle dans les quartiers de la Villeneuve d'Échirolles, et tenait à éviter que ce qui se faisait à la Villeneuve de Grenoble s'étende à la Villeneuve d'Échirolles, hein. Et ça dans plusieurs domaines. Bon, c'était évident pour les écoles, où la volonté de faire des innovations pédagogiques dans toutes les écoles de la Villeneuve de Grenoble, il n'en était absolument pas question dans les quartiers de la Villeneuve d'Échirolles.
Bon, le Parti communiste sur Grenoble a été hyper critique vis-à-vis de quasiment tout ce qui s'est fait sur la partie grenobloise de la Villeneuve. Et il n'était pas question pour le Parti communiste de reproduire quoi que ce soit de ce qui se faisait de ce côté-ci, de ce côté-ci de la Villeneuve. Bah, je pense que à l'époque, il faut se situer aussi dans le contexte de l'époque, le Parti communiste était encore dans une attitude de contrôle très strict de la vie sociale. L'expression spontanée des habitants, c'est quelque chose qui était hors de l'univers du Parti communiste de l'époque. Oui, 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 Honoré Paris était l'exception qui confirme la règle. Non, alors pas du tout, parce que moi j'étais complètement étranger à ce milieu, hein, que j'ai rencontré beaucoup plus tard. Yves Delège, je ne l'ai pas connu, par exemple. Hein. Bernard Miel, je l'ai bien connu, puisqu'il a été mon président d'université quand j'ai été recruté par l'université Stendhal pour mettre en place et développer la formation en journalisme. Euh, mais on n'a pas eu l'occasion d'échanger là-dessus. Oui, non, alors à l'époque, encore une fois, je n'ai pas perçu ça du tout parce que j'étais hors de ce milieu. La seule chose que j'ai perçue, vous l'avez sûrement relevé dans votre documentation, c'est la prise de position de Jean-Luc Godard, hein, relayée par le Dauphiné libéré à l'époque. Et qui était dans le cadre d'une interview à Télérama, je crois, hein, et qui bon, mettait en cause plus particulièrement, semble-t-il, le professionnalisme ou le manque de professionnalisme des gens qui animaient une télévision de quartier. Quoi. Hein, pour lui, il y avait un a priori. J'ai relu récemment des éléments de cette interview où il disait on ne s'improvise pas charcutier et pour être chasseur, il faut d'abord savoir manier un fusil. Hein. Bon, je ne sais pas ce qu'il savait de Vidéogazette d'ailleurs, ce qu'il avait pu en percevoir à l'époque où il habitait pas loin des bords de l'Isère à Grenoble. Alors écoutez, ça va peut-être vous surprendre, mais j'étais complètement ailleurs à cette époque-là. J'étais en train de créer un magazine de ville qui m'absorbait 24 heures sur 24. Et euh, c'est cruel, mais il me semble bien que dans ce petit magazine de ville qui s'appelait Ville ouverte et qui a existé quelque temps sur l'agglomération, je n'ai pas le souvenir même qu'on ait traité de la fin de Vidéogazette. Alors, pionnier, c'est incontestable, hein, complètement expérimental. Il n'y avait pratiquement pas de précédent. C'est une initiative qui a été portée par des gens qui étaient vraiment très enthousiastes, qui se sont donnés à fond là-dedans. Euh, et ça, c'est très chouette. Hein, euh, je crois que euh, c'est probable, il me semble qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque dans le paysage audiovisuel français.
Euh, on a affaire à beaucoup de beaux produits, de produits bien léchés. Ce que faisait Vidéo Gazette n'était pas léché du tout, ou rarement. Euh, et il y avait la volonté d'aller à la rencontre des gens. Euh, C'était limité, comme je l'ai dit il y a un moment. Ça avait peu de portée dans la mesure où l'audience était très réduite. Mais la démarche était intéressante et positive. Et c'est ce qui explique pourquoi, je dirais, politiquement, on l'a soutenue, cette démarche. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui elle est reproductible? Je n'en sais rien. Mais ce que je ressens personnellement, ne serait-ce que comme téléspectateur assez assidu, c'est qu'il manque quelque chose qui ressemble un peu à cette capacité qu'avait l'équipe de Vidéo Gazette de faire parler les gens et de faire apparaître des gens que l'on ne voit pas, hein, ou que l'on ne voit que quand il se passe quelque chose d'exceptionnel. C'est ce, ce quotidien des gens ordinaires que Vidéo Gazette avait réussi en partie à faire émerger. Et ça, c'est très positif. Oui, oh ben, l'envoyé spécial auquel vous faites référence, c'est le contre-exemple absolu, quoi, hein. On est aux antipodes non seulement d'un traitement journalistique, je dirais, honnête et sérieux, hein, un véritable traitement journalistique, mais on est évidemment aussi aux antipodes de ce que pouvait donner à voir et à s'exprimer Vidéo Gazette. Moi, je suis d'une sévérité absolue à l'égard du travail qui a été fait par ceux qui ont réalisé ce reportage sur la Villeneuve, hein. J'espère que dans les écoles de journalisme, on l'observe et on le décortique. À condition, j'ai un bémol, à condition que ces réactions ne soient pas elles-mêmes captées par une population limitée, celle qui a la capacité de s'exprimer et de s'organiser. C'est mon bémol.